Moi, j'ai pas eu de révolution culturelle dans la mesure où j'ai en fait toujours vécu dans un milieu breton, entre guillemets, quoi, hein. C'est-à-dire que et pourtant j'étais émigré, quoi. C'est-à-dire que après la guerre, mes parents ont été obligés de partir de Bretagne. Et donc, moi, j'ai passé mes 10 premières années en Touraine et après les dix suivantes à Paris. Mais mes parents fréquentaient déjà, donc à 7 8 ans. 8 ans, je commençais à jouer du biniou avec le cercle celtique de Tours. Et puis à 10 ans, direction Paris. Et alors là, bon, les premières années, 10 12 ans, etc., il y avait un petit cercle celtique pas intéressant dans lequel mes parents allaient, et je suivais. Et puis, quand j'ai commencé à devenir ado, vers enfin 14 15 ans par là, un copain sonneur donc, avec qui je sonnais dans le cercle celtique était un peu plus âgé que moi, c'était Alain Salin, et lui allait déjà ailleurs. Et donc je l'ai suivi, et c'est comme ça que j'ai découvert principalement Nevesadur et Jabadao, donc cercle celtique de la région parisienne. Et en fin de compte, moi, toute mon adolescence à Paris, j'ai eu l'impression de vivre dans un espèce de village breton virtuel. Non, mais c'est vrai, dans la mesure où, en dehors de mon temps d'école, tous mes loisirs étaient autour de la Bretagne. Et à Paris, on avait, de ce point de vue-là, la chance d'avoir une proposition d'activité absolument inégalée dans aucune ville bretonne, quoi, hein. C'est-à-dire que j'allais suivre des cours de breton et des conférences à Carveys. À Jabadao, je suis tombé sur une équipe de furieux qui chantaient en dansant, qui voulaient absolument pas faire comment dire, de représentation folklorique, hein, et qui s'appelait Palamour, Donatien Laurent, enfin des gens comme ça, quoi. Donc automatiquement, alors ça a quand même été une révélation pour moi par rapport à ce que je connaissais avant. Coup sur coup, la fréquentation de Jabadao et puis l'édition de disques comme celui de Gavot Apulawen, qui est paru dans ces années-là, dans les années 57, 58, enfin quelque chose comme ça. Ça a été des révélations. Et donc, en tant que sonneur, en fait, mon activité de collecte a commencé parce que, en tant que sonneur, on participait à des festounos. Il y avait un feston chaque samedi à Paris. Euh, donc, il y avait une activité très très forte. Et en tant que sonneur, j'ai rapidement eu envie d'améliorer mon répertoire et de sonner des trucs qu'on n'entendait pas ailleurs, qui étaient originaux. Dans le même temps, il y avait Paulique Monjaret dans la revue Arzorner euh, qui faisait tout un tas d'articles mois après mois sur la notion de style et qui insistait justement sur les collectages qu'il avait pu faire à droite à gauche dans les fermes pendant la guerre, etc. Et donc tout ça, ça m'a donné envie de collecter, mais pour, euh, pour mes besoins de musicien, quoi, pour mes besoins de sonneur. Et donc j'ai dû commencer vers 17 18 ans par là, quoi, quelque chose comme ça. En particulier dans la région de mon compère qui était du Pays Rosique, quoi. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Alors, contrairement à ce que j'entendais tout à l'heure, Bourdon, moi je ne savais pas ce que c'était, hein. Je ne suis jamais allé au Bourdon. Il y avait tellement de choses à faire par ailleurs. Et alors, bah, bien sûr, tout ça, toutes les rencontres qui étaient faites tout à l'heure, je parlais d'Yvan Palamour ou de Donatien Laurent, mais euh,
À Nevzadur, il y avait Yann Potard qui nous parlait souvent de collectage également. Il y avait les festounos, il y avait les concours. Donc tout ça, c'était largement suffisant pour générer cette envie-là. En plus, mes parents avaient une bonne bibliothèque. Et donc, j'ai découvert plein de choses, que ce soit par rapport à l'histoire de Bretagne ou par la... Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les cercles celtiques à l'époque, enfin ceux que je fréquentais en tout cas, étaient sans doute plus... comment dire, plus militants qu'aujourd'hui et plus soucieux de former les jeunes de manière assez large. C'est-à-dire des cours de breton, l'histoire de Bretagne, des choses comme ça. Ce qui fait que ça m'a donné rapidement une espèce de conscience vis-à-vis des aspects patrimoniaux, etc. quoi. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan de la découverte. La découverte du terrain, alors sur le terrain, moi vraiment, je ne peux pas m'empêcher de réagir là-dessus parce que c'est un mot qui passe mal. Je sais que c'est un mot à la mode chez les ethnologues. Trois générations qui... Non, mais il y a une revue qui s'appelle comme ça, etc. Mais moi... un mot du vocabulaire SHS... Mais on entend aussi des ethnologues qui disent « mon terrain » pour parler de leur informateur, entre guillemets, là aussi on pourrait discuter. Bon, moi je trouve ça très dur parce que... qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une distanciation comme il est de bon ton d'avoir? On va avoir les bouseux, quoi, hein, ou bien est-ce qu'on va exploiter le terrain, ou qu'est-ce que ça veut dire, quoi, hein? Ça dépend quand même des gens que tu fréquentes. Non, mais j'entends. Nous, on n'en rencontre pas beaucoup. Les biologistes utilisent également, les médecins utilisent aussi, les économistes. Je veux dire, c'est un terme du vocabulaire de la recherche. J'ai même entendu pire. On peut également, c'est un exercice de broder aussi sur le terme d'informateur, qui effectivement est un terme également utilisé par les policiers, mais je veux dire, bon, c'est je dirais, le genre de querelle linguistique. Jean-Michel Guilcher utilisait le terme d'informateur quand même. Absolument. C'est plus honorable que... Tout à fait, mais dont on peut faire l'économie, parce que je veux dire, ça ne fait pas progresser la réflexion. Non, ça fait pas progresser. On s'éloigne du profil, hein, voilà ce qu'on est. Non, quand même. C'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré que la collecte, c'était d'abord et avant tout de la relation humaine. Et quand j'entends un Renaud qui dit qu'il va faire des prélèvements in vivo, excusez-moi, mais enfin... donc voilà, ça pose la question, au-delà des méthodes de collectage ou des motivations de départ, sur le pourquoi on fait quoi, hein, pourquoi on fait de la collecte et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. On aura, je pense, largement Oui, non, mais c'est... des questions qui sont essentielles dans les tables rondes tout à l'heure. Moi, ce qui m'a frappé, c'est finalement on a eu deux retours d'expérience sur ce milieu parisien à quelques années. Rien à voir. Qui n'ont rien à voir, c'est ça, de monde. Moi, je ne connaissais qu'une seule personne que Patrick connaît aussi, qui faisait un petit lien, c'est Claude Roussel, qui allait de temps en temps au Breton et qui nous parlait que les Bretons faisaient des choses. Et c'est comme ça que moi je savais qu'il devait y avoir des Bretons qui faisaient quelque chose quelque part, parce que lui, il effectivement. On pourrait savoir ce que c'est que le Breton. Bourdon. À l'époque, c'était le seul qui pouvait... T'arrives à dire. Donc c'était le premier folk club parisien, fondé par Catherine Perrier, John Wright, Yvan Guilcher, Jean-François Dutertre et quelques autres, fin 1968, tout au début 69. Ouais, j'avais jamais entendu Claude. Et qui d'ailleurs, lui aussi, a commencé à Montparnasse, puisque c'était au Café de la Gare. Il cohabitait avec l'équipe Junio, clavier, etc. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ils ont commencé dans cette matrice-là. Pour avoir vécu une partie du temps en dehors de Bretagne, il y a une histoire de la tradition populaire et de la collecte en Bretagne qui est complètement ailleurs et indépendante d'une histoire de
presque toutes les autres régions de France, en tout cas d'une grande partie. Donc c'est parallèle, ça s'est rejoint il n'y a pas si longtemps que ça. La chronologie est différente aussi. Je Oui, pense. oui, oui. Il faut vraiment les voir indépendamment parce que c'est deux fils qui sont pas... Moi, je lisais récemment un bouquin qui vient de paraître sur les Seisbreurs, où on trouve là-dedans, novembre 1940, une lettre de Creston qui incite déjà ses collègues à faire du collectage, à s'intéresser à la recherche ethnologique, à s'occuper des danses et des costumes, voilà. Et c'est pas par hasard si un autre Seisbreur, Xavier de Langlais, a cornaqué en 1939 les deux, Marcel Dubois et puis Maggie Andral. Non, pas Maggie Andral à l'époque. Ouais. Janine Auboyer. Auboyer, oui. Et Falrin, essentiellement. Mais et Creston, en revanche, a été en stage chez Claudie Marcel Dubois et Georges-Henri Rivière. Oui, de oui, 40-45. oui.